Midirac, bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de cette série donc de réponses aux questions. Je rappelle que le principe, c'est que vous pouvez m'envoyer éventuellement des questions. Et si je pense que les réponses peuvent intéresser un petit peu tout le monde, je les regroupe parfois donc dans ces vidéos de cette playlist. Alors allons-y pour ce 7e épisode. La question de Farid. Il a un onduleur qui fonctionne normalement avec des batteries au plomb. Et il me demande s'il peut mettre à la place directement un pack de batteries lithium-ion genre 18650 sans rien changer. Et ma réponse est non, certainement pas. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout les mêmes systèmes de charge. Les chargeurs de batteries au plomb, c'est pas le but de la vidéo, mais je veux dire voilà, généralement ça charge avec une limitation de courant jusqu'à une certaine tension. Et il n'y a pas réellement de BMS, alors que sur les lithium-ion, il est vraiment impératif d'avoir des systèmes d'équilibrage des tensions sur chaque batterie et un contrôle de température, enfin ce qu'on appelle justement un BMS, un Battery Management System. Donc non, simplement changer ça, c'est vraiment de faire des bêtises qui peuvent aller jusqu'à une explosion ou un incendie. Donc je déconseille vraiment vivement de faire ça. Alors pour info, on trouve des fois des batteries qui intègrent un BMS, qui font, j'en ai montré une il n'y a pas longtemps, que là pour le coup, on peut les considérer un peu comme des batteries au plomb. Mais c'est pas simplement des packs de batteries. Il y a le BMS spécial avec. Donc si on trouve ce genre de batterie, pourquoi pas. Mais voilà, mettre les batteries directement, c'est même pas en rêve, quoi. Question de Sébastien. Sébastien, il a récupéré une carte aussi dans son onduleur. Et en regardant le datasheet, il a vu le schéma suivant d'un MOSFET avec ici ces deux diodes Zener tête bêche entre la grille et la source. Et il me demande pourquoi n'est pas tellement l'intérêt de cette Zener. Alors la réponse elle est très simple, c'est que dans les MOSFET, il y a généralement toujours une tension maximum entre la grille et la source à pas dépasser sous peine de l'endommager. Par exemple, là, je vous ai mis un extrait du datasheet du 2N7000, et dans les maximum ratings, je rappelle, qui sont les valeurs max qu'il faut vraiment pas dépasser sous peine d'endommager le composant. On voit que faut pas dépasser plus ou moins 20 volts entre la grille et la source, et éventuellement, avec des impulsions de moins de 50 microsecondes, 40 volts. Si on dépasse ça, on peut endommager le MOSFET. Donc quand on crée un schéma avec ce genre de MOSFET, soit par design, on sait qu'on n'atteindra pas ces valeurs et il n'y a rien de spécial à faire. Mais si on sait qu'il y a un risque, généralement, justement, on va potentiellement avec une diode Zener ou un TVS ou n'importe quel système arrangé pour protéger la grille par rapport à la source pour être sûr que la tension ne dépasse pas la tension max. Souvent même on prend de la marge. Par exemple, si je devais faire un truc à un 2N7000, je mettrais une Zener de 15 volts par exemple entre la grille et la source. Alors on voit c'est plus ou moins, c'est-à-dire que la polarité est pas tellement importante. C'est vrai que sur un MOSFET canal N, on va plutôt la commander en positif, mais si on sait que la tension peut être négative, il faut aussi y penser. Et ici, on a certains composants où ils ont carrément intégré les deux diodes Zener à l'intérieur. C'est le cas ici de ce transistor, et on voit là, ça vient de son datasheet, qui dit que c'est des diodes Zener qui, au maximum, ont une tension de 30 volts, qu'il faut pas dépasser 1 mA, ce qui veut dire qu'il faudra mettre une résistance éventuellement de limitation quand même sur la grille. Et ici, voilà, on peut voir qu'ils expliquent l'intérêt, c'est pour améliorer la résistance aux ESD. Je rappelle que ESD, ça veut dire Electrostatic Discharge. Donc en fait la protection contre l'électricité statique déjà, mais en même temps ça permet éventuellement de gagner de la place, de gagner du coût, dans la mesure où avec un tel MOSFET, la Zener est intégrée, il n'y a éventuellement pas besoin de la mettre. Mais encore une fois, faire attention, si avec une impédance assez faible, on peut dépasser ces tensions, il faut penser à mettre une résistance pour limiter à 1 mA. Parce que là, pour le coup, sinon, ça peut l'endommager. Et maintenant, une question de Jean-Jacques, qui a vu sur Facebook un post où quelqu'un montrait un schéma de batterie connectée de la façon suivante, et disait la batterie équivalente, quelle est sa tension et quelle est sa capacité. Et il m'a dit que dans le post,
il y avait plein de réponses qui étaient différentes, et tout le monde disait bah, j'ai raison, alors que les réponses étaient différentes. Donc ça veut dire qu'il y en avait au moins forcément certains qui avaient tort. Alors, comment on résout ce genre de choses? En fait, il suffit de raisonner de façon finalement la plus simple possible, hein, qui est que avec les bases de l'électricité, les tensions en série s'additionnent et les courants qui traversent, je veux dire, des conducteurs sont les mêmes pour tous ceux qui sont en série et se partagent quand c'est en parallèle. En gros, c'est ça. Donc, le plus simple pour résoudre ce problème, eh ben, c'est de regarder chaque batterie de façon isolée, dans la mesure où une batterie, veut dire qu'elle soit branchée avec d'autres ou toute seule, son univers à elle, c'est simplement ce qui la concerne elle. Donc ici, une batterie, en théorie, elle peut donner 12 volts de tension et 100 ampères-heure. 100 ampères-heure, je rappelle que ça veut dire qu'en gros, elle peut donner 100 ampères pendant 1 heure ou 1 ampère pendant 100 heures. Enfin voilà, c'est le produit, on va dire, courant fourni par le temps qui est ici de 100 pour cette batterie. Donc si déjà on raisonne avec deux batteries en série, bah, on voit qu'elles vont partager le même courant. Par contre, les tensions vont s'additionner. Il va y avoir 12 volts ici et 12 volts là. Donc deux batteries en série, ça fait l'équivalent d'une batterie de 24 volts. Mais chaque batterie, elle, si par exemple elle donne 1 ampère pendant 100 heures, la batterie elle donnera toujours 1 ampère pendant 100 heures. Elles les donneront sous 24 volts, mais chaque batterie ne pourra pas donner plus. Et comme c'est le même courant qui les traverse, deux batteries en série comme ça fait une batterie de 24 volts à 100 ampères-heure. Dans la mesure où on a mis encore le même système ici en parallèle, là pour le coup, le courant se divise. Si par exemple on tire, pour comprendre facilement, 2 ampères, on voit qu'il y a 1 ampère qui va être donné par les batteries du haut et 1 ampère par les batteries du bas. Ça veut dire que là, la capacité est doublée. Donc le résultat de ça, c'est simple, ça fait l'équivalent d'une batterie de 24 volts et 200 ampères-heure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on voit que voilà, il suffit de raisonner simplement et pas aller chercher des choses compliquées. Alors maintenant, une question de Guy. Alors Guy, il m'a envoyé par email cette question, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Alors, et en fait, il me pose deux questions. La première question, il me dit, dans le dernier QDN que j'ai présenté un panneau solaire et des leurres USB. Et il me demande si je les ai testés, ce que j'en pense. Lui, il dit que son panneau solaire, en plein soleil, il sort que 3,6 volts à vide et qu'il n'allume même pas la LED de la prise USB. Donc il dit qu'il sort même pas 5 volts. Et pour les leurs, il dit qu'ils sont suivis sur 12 volts. Il a voulu en mettre un sur 9 volts, mais ça ne fonctionnait pas. Et qu'a priori, il y aurait d'autres personnes comme lui, donc il me demande ce que j'en pense. Alors déjà, pour le panneau solaire. En fait, c'est pareil, on va essayer déjà de regarder qu'est-ce qui est physiquement possible et qu'est-ce que j'ai constaté. Alors déjà, un truc qui est rigolo, c'est que si on regarde la photo de pub de ce panneau, je vous l'ai mis ici, les vendeurs affichent 100 watts. Alors déjà, ça c'est même physiquement impossible. Alors en fait, c'est assez facile. Actuellement, un panneau solaire moyen, ils ont des efficacités, on va dire, en 15 à 22%. On va dire, bon, prenons une valeur de 20%, ce qui est déjà bien pour un panneau solaire. Il faut déjà un panneau solaire de bonne qualité pour un rendement de 20%. On peut aussi considérer que sur Terre, en moyenne, on peut espérer, avec un ensoleillement maximal, 1000 watts par mètre carré. Voilà. Donc ça veut déjà dire que si on prend la surface de ce panneau, qui je rappelle fait 30 cm par 25 cm, soit 0,75 mètres carrés, on pourrait espérer 75 watts maximum de soleil. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, si le panneau solaire ici est complètement éclairé, et encore je crois que les dimensions qu'il donne c'est tout le panneau, donc on voit déjà que tout n'est pas constitué de panneaux solaires, on voit que le soleil, l'ensoleillement c'est 75 watts. Donc déjà ça peut pas être plus que ça, puisque sinon ça voudrait dire que le soleil éclaire plus que ce qui est possible. Donc déjà, on voit que les 100 watts ici, c'est même pas en rêve. Mais maintenant, appliquons un rendement de 20% du panneau solaire, ce qui, encore une fois, est plutôt bon. On obtient 15 watts. Voilà, ça veut dire que dans le mieux, on pourrait avoir ça. Mais en même temps, ici, il y a un convertisseur derrière pour donner la tension USB. Genre de convertisseur, mettons qu'il a une efficacité de 70%, ce qui est aussi pas mal. Voilà, on voit que vraiment, dans le meilleur des cas, on pourrait espérer avoir 10,5 watts de puissance sur l'USB. On est très loin des 100 watts. Et encore, comme j'ai dit, là j'ai encore été gentil, dans la mesure où on voit que, comme j'ai dit, la surface elle est moindre et tout. Qu'est-ce que j'ai mesuré moi?
Moi, un matin, il était environ 10 heures du matin, j'ai mis un système de mesure sur le panneau et j'ai tenu le panneau à la main face au soleil. Bon, c'est vrai qu'il était 10 heures du matin, donc on n'était peut-être pas au maximum et tout, mais j'ai mesuré, moi, 800 mA sous 5 volts, soit 4 watts. Ce qui est déjà pas mal, en fait. Ça veut dire que on est à la moitié de ce qu'on a vu de la valeur max théorique qu'on pourrait avoir en étant optimiste. Donc voilà, moi j'ai testé, voilà ce que j'ai eu. Alors depuis, il m'a renvoyé un email, Guy, et il me dit que déjà c'est pas exactement le même panneau solaire que moi, et qu'il a eu des résultats un petit peu meilleurs, mais enfin bon, pareil, de toute façon, très loin des 100 watts, mais comme je viens de vous le démontrer, espérer avoir une puissance de 100 watts avec ce panneau solaire, c'est même physiquement totalement impossible. Donc là, on est encore dans un cas, où, malheureusement, où c'est les fameuses watts chinois. Je trouve que c'est ridicule, cette manie qu'ils ont de gonfler les chiffres. Ils risquent peut-être pas grand-chose à le faire, mais je pense qu'ils se décrédibilisent totalement. Alors maintenant, revenons un petit peu en détail sur ces fameux petits leurres USB-C que je vous ai montrés dans le QDN. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que ce n'est pas du tout des convertisseurs de tension. On arrive ici sur la borne plus et la borne moins, c'est directement ce qui arrive dans les fils du connecteur. Ce système-là ne peut en aucun cas modifier, limiter le courant qui passe et la tension qui est, entre son entrée et sa sortie. Le but de ces petits modules, c'est simplement de parler avec le chargeur pour lui dire quelle tension il veut. Alors, c'est pas le but de la vidéo, mais dans la norme USB-C, on peut avoir une sorte de dialogue entre le chargeur et la charge, et les deux peuvent discuter en disant, voilà la tension que j'aimerais avoir au maximum, voilà le courant que j'aimerais avoir, et normalement le chargeur peut s'y adapter. Et c'est le but ici de ces petits leurres. Quand ils sont vendus, on voit qu'il y a ici 4 résistances, et ici des petits ponts de soudure qu'on peut faire. Alors les miens n'avaient aucun pont de soudure fait. Alors des fois il y en a où il y a le pont sur le 12 volts qui est déjà fait, mais donc il faut faire, et c'est pas évident parce que c'est pas gros, hein, c'est des petites résistances CMS, un pont entre la connexion qui est ici et la résistance pour le faire. Il faut ne mettre qu'une seule des 4 résistances. Et donc là on peut choisir différentes tensions. Si on fait aucun pont, ici on a la tension par défaut qui est de 5 volts. Bon, enfin je veux dire ça sert à rien, vu que le chargeur par défaut il donne 5 volts. Donc l'intérêt de ce truc-là, c'est si on veut une tension ici supérieure. Pour info, tous les points ici à droite, là, ils sont tous reliés ici à la masse. Donc en gros, ça revient à dire qu'il faut relier une des extrémités ici des résistances, là, à la masse pour obtenir la tension que l'on veut. Pour info, j'ai fait un petit montage que l'on peut voir ici. Bon, c'est pas très clean, mais ça m'a permis justement de choisir. Alors c'est pas facile à faire parce que la soudure, comme je l'ai dit, elle est très touchy. Mais voilà, on voit que j'ai mis ici cet adaptateur, j'ai mis ici ces pinoches de telle façon à pouvoir choisir facilement avec un cavalier les tensions, ce qui m'a permis de le tester. Une autre chose qui est intéressante, c'est que si on peut voir sur ces petits modules, il y a ici une petite LED bleue. Quand la LED bleue s'allume, ça veut dire qu'en gros, on a la tension qu'on a demandé. Ça veut dire que si par exemple, vous choisissez 12 volts et vous mettez sur un chargeur USB-C qui ne gère pas la norme, en fait, vous n'aurez pas 12 volts, vous aurez 5 volts, et la LED ici ne s'allumera pas. Et pour info, ce que je vais vous montrer, justement, c'est que j'ai acheté des soi-disant chargeurs USB-C, pas chers, et qui, en fait, alors déjà, au niveau de la puissance, là encore, c'est des watts imaginaires, et ne gèrent pas du tout bien la norme, ce qui fait qu'eux, ils donnent toujours 5 volts. Et voilà, donc ce que je vous propose maintenant, voilà, on va faire la manip, et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe quand ça marche bien et qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas. Bien, donc là, nous allons pouvoir faire un test. Donc là, j'ai un vrai chargeur USB-C, qui est ce modèle-là, qui coûte relativement plus cher que les moins chers qu'on trouve. Mais lui, au moins, on va le voir, respecte bien la norme. Un câble USB aussi de qualité, et donc là, le petit adaptateur. Donc on voit que si je ne fais aucune liaison, il me donne la tension par défaut de 5 volts, qui est là pour être compatible. Mais si je mets le cavalier, comme on peut le voir ici, en position 9 volts, j'ai bien 9 volts. Si je le mets ici en position 12, bon, 11,9, c'est pas à 100 millivolts près, donc là c'est bon. Si je le mets en position 15, on voit que j'ai 14,9, c'est bon aussi. Et maximum, donc là en position
20 volts, voilà, j'ai 19,9, c'est bon aussi. Donc on voit que ça fonctionne ici très bien. Alors on voit aussi que si je me mets par exemple en position 15 volts, quand on le branche, c'est-à-dire que là je le débranche, voilà, et que je le branche, on voit qu'il commence à 5 volts, et au bout d'un petit moment de réflexion, une fois que le dialogue s'est fait, il passe à la tension demandée. Donc voilà, donc là on voit que quand ça respecte bien la norme, ces petits leurres, ils fonctionnent bien, mais encore une fois, ils ne font que donner cette information-là. Ils ne donnent aucune information sur le fait de couper le courant, qu'il y ait une surcharge ou n'importe quoi. Eux se contentent de faire ça. Et alors on peut voir aussi, je ne sais pas si on la voit bien là, voilà, on voit aussi cette petite LED là qui est allumée, et on voit que quand il n'y a pas de gestion de ça, par exemple, là, voilà, par exemple si je reviens en 5 volts, on voit qu'elle est éteinte. Voilà, donc cette LED s'allume quand on voit que le dialogue entre les deux s'est bien fait. Alors maintenant, regardons ce qui se passe avec un chargeur pourri. Donc ça, c'est un bon chargeur. Et là, je vais vous en montrer deux que j'ai trouvé pas cher, que j'ai fait la connerie d'acheter, qui disent tous que ils gèrent la norme QC, ils ont même le culot de mettre les tensions, 9 volts, 20 volts, machin. Et en fait, ils gèrent que dalle. La preuve, c'est que si je le branche ici sur le câble, voilà, là, on peut voir que, quelle que soit la position du cavalier, là, bien sûr, il faut que je remonte là pour qu'on voit. Et voilà, on voit que quelle que soit la position du cavalier, la petite LED bleue, ici, ne s'allume pas, et il donne toujours 5 volts. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont strictement rien à foutre, ils ne respectent pas la norme. Alors, je vais même vous montrer deux autres choses intéressantes sur ces petits chargeurs pourris. Donc, dans mes recherches sur Internet, au début, je me suis dit, tiens, il y a des petits chargeurs là qui ont l'air pas mal, pas cher. Et donc, j'en ai acheté. Alors, j'en ai acheté celui-là qui indique 145 watts, ça rigole pas, qui a deux sorties, comme on peut le voir, soi-disant USB-C à la norme PD 3.0 et un ici à la norme QC-BE. Et j'ai aussi acheté celui-ci qui, lui, a deux sorties, mais on voit qu'ils se ressemblent exactement. Pour info, hein, bon, je ne vais pas vous refaire toutes les mesures, mais ces chargeurs ici, déjà, ils ne peuvent fournir que le maximum 2 ampères, et encore avec du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 ampères sur 5 volts, hein, 5 x 2, ça fait 10 watts. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, cela il donne 10 watts. Et en plus, c'est 10 watts pour toutes les sorties confondues. Alors j'ai fait un petit test rigolo, que je vais vous montrer ici, qu'on se met en mode continuité. J'ai constaté que par exemple sur ce chargeur-là, toutes les sorties sont en parallèle. J'ai mis ici des petits connecteurs, et si on regarde bien, là il y a continuité parfaite entre les moins, et continuité parfaite entre les plus. Voilà. Et c'est même vrai pour les prises USB standard. Hein, si on regarde bien, ici, voilà, et pareil pour les moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sorties ici de ces prises, elles sont toutes branchées en parallèle, les plus et les moins. Et ça prouve quoi? Ça prouve que ça peut pas être cette gestion ici intelligente. Ça n'a pas de sens, parce que si c'était le cas, il y aurait de l'électronique entre les deux, et on n'aurait pas ici cette continuité. Donc ça prouve bien que ici on a quelque chose de complètement bidon. Donc ces petits chargeurs là, c'est un double mensonge, on va dire. Déjà au niveau de la puissance, c'est voilà, c'est 10 watts à tout péter. Et au niveau de la gestion de la norme, voilà, en fait c'est des chargeurs, je veux dire bas de gamme standard qui donnent 5 volts 2 ampères, point barre quoi. Ils ont juste ici rajouté des sorties. Donc là c'est vraiment du volt manifeste. Alors c'est vrai que c'est pas cher, mais voilà. Alors ça veut pas dire que je peux pas les utiliser, mais il faut les considérer comme des blocs 5 volts 2 ampères, point barre quoi. Voilà. Et d'ailleurs, pour prouver ce que je dis, si on prend le bon chargeur, on voit que par exemple les moins sont communs, mais c'est ok, mais que les plus, si je les teste, voilà, j'ai pas de continuité entre les deux. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre gestion de la sortie. Donc voilà, ça vous permet éventuellement de tester si ces chargeurs tiennent leurs promesses. Mais honnêtement, là, il y a grosse tromperie sur la marche. Et pour terminer, je voudrais aussi revenir sur un post qu'a fait Mike sur le groupe Facebook Sirob. Hein, donc un post, c'est pas réellement ici une RAQ, mais
je pense que ça peut être aussi intéressant. Alors, ce qu'il dit, c'est que lors de mon dernier QDN, j'ai montré que j'avais acheté ces lots de petits fusibles là, sous verre, qui ont des pattes un peu comme des résistances, et il dit qu'il les a testés et qu'il n'a pas trouvé bon. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les gens font des idées un petit peu fausses des fusibles. Voilà, c'est pas parce que je mets un fusible même rapide de 1 ampère que si à un moment donné le courant passe à 1 ampère 1, ça va cramer instantanément. En fait, il faut des surcharges relativement importantes. Voici par exemple ce qui vient d'un databook pour des fusibles dits rapides, donc des fast, et des fusibles lents, des T. Ceux que j'ai achetés, c'est des T. Comment lire ce tableau? IN, c'est l'intensité nominale. Et donc, là, ils mettent les temps qu'il faut attendre au minimum et au maximum pour que le fusible fonde si on est à 2,1 fois l'intensité nominale, 2,75, 4, 10 et ainsi de suite. Et on voit que les temps peuvent éventuellement varier aussi selon que ce soit des fusibles pour des courants assez faibles ou des courants plus importants. Donc voilà comment lire ce tableau. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, prenons un fusible rapide de 1 ampère, je lui mets 2,1 ampères et on voit qu'il peut mettre jusqu'à 30 minutes à fondre. Alors qu'il a 2,1 ampères, alors que c'est un fusible de 1 ampère. Par contre, on voit qu'après, ça baisse très vite. Là, si je suis à 2,75 ampères, toujours pour un fusible de 1 ampère, hein, donc je lis dans cette colonne-là, là, au maximum, il mettra 2 secondes. Et 10 millisecondes au minimum. Donc on voit aussi qu'il y a une amplitude très grande. Là, on voit après que ça descend très vite. Si je lui mets 10 ampères, par exemple, un fusible de 1 ampère, voilà, il va mettre 20 millisecondes à fondre. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une très grande inertie quelque part. Alors sur des fusibles lents, bah, c'est encore pire. On peut voir que ça peut aller, par exemple, à 2,75 fois l'intensité nominale jusqu'à 80 secondes. 20 secondes, c'est plus d'une minute, hein, c'est quand même quelque chose de très très long. Donc, si on veut réellement tester ces fusibles, il faut bien sûr se baser sur ces données-là, vérifier qu'ils claquent. Si on met par exemple sur un fusible lent 2,75 d'intensité nominale, par exemple sur un fusible de 2 ampères, est-ce qu'il cramera en moins de 80 secondes? Si c'est le cas, c'est que, quelque part, c'est normal. Si par contre c'est pas le cas, c'est que c'est pas bon. Alors bien sûr, il y a un truc qui est un petit peu embêtant avec les fusibles, c'est que c'est des tests destructifs. C'est-à-dire que si on le teste, une fois qu'on l'a fait cramer, on pourra le mettre à la poubelle. Donc il est évident qu'on peut pas tellement tous les tester avant de les mettre, mais on peut procéder bien sûr par échantillonnage, en prenant quelques-uns au hasard, et en les testant pour voir si c'est bon. Alors, c'est ce que je vous propose de faire pour vraiment voir si ces fusibles sont vraiment hors spec ou pas. Voilà. Alors, pour tester le fusible, j'ai pris un fusible donc T 2 ampères, que je vais alimenter avec mon alimentation, qui peut me donner jusqu'à 10 ampères. Et donc, si on en croit le tableau que je viens de vous montrer, si déjà je le mets par exemple à 2,75 fois son courant nominal, qui veut dire à peu près 5 ampères, il ne devrait même pas cramer tout de suite. Alors c'est ce que je vais faire, donc là je vais régler le courant à 5 ampères. Voilà, la tension on s'en fout, je vais mettre 5 volts, elle n'est pas importante vu qu'elle va se remettre à 0, voilà. Et on va déjà regarder donc, ce que ça dit avec 5 ampères. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, elle est en court-circuit. Là, on peut voir que le fusible chauffe. On peut regarder par exemple avec une caméra thermique, à 5 ampères, là, et ça peut mettre jusqu'à 80 secondes. Donc si on regarde le fusible, voilà, on voit qu'il chauffe. Il est à une température a priori même pas si élevée que ça. Mais voilà, il crame pas. Ok, donc là, je vais couper. Par contre, si on passe à 4 fois le courant nominal, là, il devrait cramer quasiment instantanément. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc là, je vais régler le courant sur 8 ampères. Voilà. Là, pour le coup, s'il est bon, ça devrait cramer quasiment instantanément. Je vais même couper la lumière, comme ça, on verra peut-être mieux. Alors attention, 3, 2, 1, je mets en route. Toc. Et on voit que, ça y est, là, il a bien cramé. Donc, pour moi,
Ici, ce fusible, il est tout à fait, je veux dire, dans les normes des tableaux des fusibles. Alors c'est vrai que ça peut paraître énorme, avoir des telles différences. Pour moi, ils sont corrects, hein, je veux dire, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Voilà donc pour cette présentation. Alors pour les fusibles, en gros, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que l'intensité nominale d'un fusible, normalement, c'est celle qui est, on va dire, garantie, qui fait que, justement, normalement, avec ce courant-là, il ne pète jamais, justement. C'est-à-dire que si j'ai un système qui, normalement, consomme 1 ampère, normalement, voilà, je peux mettre un fusible de 1 ampère, mais on voit qu'il y a quand même de la marge, largement. Par contre, on a aussi pu voir que les datasheets, il y a énormément d'amplitude entre le min et le max garanti. Donc, faut pas tellement jouer avec ça. Je sais que j'ai eu des fois des collègues qui s'amusaient à dire, bon, bah, ils se basaient un petit peu sur le tableau pour mettre des fusibles en essayant d'être un petit peu, on va dire, plus proche de ce qu'ils voulaient avoir, mais c'était pas du tout très très bon. En gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de se dire que c'est le principe de ces fusibles, il faut le temps que le filament fonde quelque part. Si on veut des protections beaucoup plus rapides que ça, bah, faut prendre d'autres systèmes. Mais voilà, les fusibles à ce moment-là ne conviennent plus. C'est vraiment, on va dire, des protections, sont pas rapides, mais qui font quand même que si vraiment à un moment donné, quand même, ça tire trop de courant, l'idée c'est que ça crame le fusible avant de cramer autre chose. Bon, comme je sais qu'on va me le demander, je vous mettrai en commentaire de la vidéo les liens des objets que je vous ai montrés ici, sachant que si je vous les mets, pour certains, c'est dans l'idée de vous prévenir de ne pas les acheter. Par exemple, les petits chargeurs jaunes, comme on l'a vu, c'est des chargeurs, je veux dire 5 volts, 2 ampères, tout à fait standard. Et donc, dans ce cas-là, ils sont presque un petit peu trop chers par rapport à ce qu'ils prétendent être. Donc voilà, je vous les mets pour que vous puissiez aller voir. Par contre, celui que je vous ai montré qui marche bien, lui, il est plutôt de très bonne qualité. Et lui, je vous le conseille plutôt. Et ça va devenir mon chargeur préféré, justement, dans mon lab, parce que grâce à ces petits leurres, je pourrais avoir facilement différentes tensions. Et ça m'intéresse plutôt, vu que j'ai pas mal de choses qui s'alimentent en 12 volts. Enfin donc, voilà pour ces questions. D'ailleurs, je vous rappelle que samedi prochain, le 3 mai à 21 h, je ferai le live d'avril, en fait. Et que si vous avez justement des questions par rapport à ce que je vous ai montré là, ou vous voulez discuter avec moi de n'importe quel thème de la chaîne, comme d'habitude, eh ben, j'y répondrai avec plaisir, toujours sous le contrôle du terrible Nico. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Tu te poses une question. C'est quoi ta question? Tu veux savoir si t'es bien ou si t'es moche? Bah les deux. Comment ça? Bah oui, t'es bien moche. Bon. Ouais, bon, ça va, je rigole. Allez, là-dessus, bricolez bien, passez un bon 1er mai et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.